vous parler un petit peu de nos dernières recherches, où on en est dans nos recherches. Et en fait, ça permet d'introduire la journée. Et évidemment, ce que on va faire durant toute la journée, c'est aller un peu plus loin dans la recherche. Alors d'abord, il me semble important de préciser un point extrêmement important, c'est que vous n'êtes pas dans une journée de formation. Vous n'êtes pas dans une journée de formation, c'est important de le préciser parce que même pour Michelas, qui fait des journées de formation, on n'est pas du tout dans le format journée de formation, c'est-à-dire qu'on va survoler très très vite des recherches parfois qui ont été élaborées pendant longtemps et on va les résumer en 5 minutes. Et une journée comme ça ne prend sens que par tout le travail qu'il y a autour, que nous faisons, mais que vous faisiez aussi. C'est-à-dire que bien évidemment, chacun d'entre nous, Alain est l'auteur de plusieurs livres, Alexandre Roger sort un livre tous les ans, moi-même j'en ai sorti 6 ces 6 derniers mois. Donc, si vous voulez, il y a tout un travail d'écriture qui nous permet petit à petit de consolider nos recherches, d'échanger entre nous, etc. Et bien évidemment, tout ce corpus de connaissances, on ne va pas pouvoir vous le transmettre dans cette journée. En fait, on y fait constamment référence en partant du fait que vous les connaissez, vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, ou qui n'ont pas lu ces livres, c'est un peu une invitation à découvrir tout ce travail. Mais il est évident que tomber dans un réseau de recherche, quel qu'il soit d'ailleurs, si vous tombez dans un réseau de recherche avancé sur la physique quantique, vous allez être un peu perdu. Bon, donc certains d'entre vous, dans le passé, m'ont dit, mais on est un peu perdu, mais c'est naturel, parce que c'est pas une formation, c'est un réseau de recherche, et vous tombez au milieu du dialogue de chercheurs qui ont parfois passé 30 ans à élaborer leurs concepts, et qui donc vous donnent une toute petite intuition de ce qu'ils sont en train de faire, vous invitant à lire leurs livres, etc. Si vous voulez après avancer avec Design Your Planet, eh bien évidemment il faut vous insérer dans ce processus de recherche. Ce n'est pas un processus facile, c'est un travail de pionnier, c'est un travail de concept d'avant-garde, et c'est très très différent d'une formation classique où au contraire les connaissances sont des connaissances acquises, etc. Et puis, et on le revendique, c'est aussi, il y a toute une dimension de bricolage, d'hésitation. Hein. Quand vous êtes dans un réseau de recherche, à certains moments ça avance très vite, des idées se clarifient, et à d'autres moments on tombe sur des os, c'est très difficile, on est au fond de la mine, on ne trouve pas de solution, etc. C'est très dur. Et les vrais chercheurs, c'est là qu'on voit les vrais et les faux chercheurs. Les vrais chercheurs, ils continuent, ils n'ont pas peur, et évidemment, ils creusent au fond de la mine pendant des années, parfois il n'y a pas de résultat, et là on a traversé une période très très difficile parce qu'il y avait certains points de recherche sur lesquels on butait, on ne trouvait pas de solution, et c'était même déprimant pour nous, parce que c'est l'enjeu de la planète qui est l'enjeu de l'humanité, on se dit comment se fait-il qu'il n'y ait pas de solution, et c'était assez déprimant, et heureusement Olivier, qui a toujours le sens de l'optimisme, me disait, mais Michel, il faut être optimiste. Donc, je peux avancer. Why Design Your Planet? Bon, un point essentiel qui est ressorti de toutes nos recherches, mais qui maintenant est largement connu, qui était très peu connu il y a encore 20 ans, 30 ans, c'est que le moment où on va atteindre le point de non-retour, c'est le moment où en fait l'ensemble de nos actions créeront un toboggan, une dynamique planétaire qui sera impossible de retourner. Donc ce point de non-retour, il est extrêmement important, c'est parce que c'est le point jusqu'où on peut faire quelque chose. Et ce point, il était très loin. On pensait qu'on en avait pour un siècle, qu'effectivement on allait vers des difficultés, mais qu'on avait largement le temps Et puis il se rapprochait de nous, et aujourd'hui on est dans une sorte de compression où le temps devient stratégique, puisque dans les 10 ans qui viennent, si on n'a pas fait un grand virage, on va connaître des très très grandes difficultés. Et même si à ce moment-là, il y a évidemment le climat va se dérégler, la chaleur va augmenter, etc. Et qu'on se dit à ce moment-là, on se réveille, c'est un peu comme
la grenouille au fond du bocal, eh bien il sera trop tard. Il sera trop tard parce que le processus se déroulera, on sera comme dans le Titanic, c'est-à-dire qu'on saura à peu près à quel moment la Terre deviendra inhabitable, mais à ce moment-là, il sera pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. Donc ce point de non-retour est extrêmement important. Je peux avancer oui. Donc, pourquoi on arrive à ce point de non-retour? Bon, là, c'est l'image du réchauffement, mais ce réchauffement, il est facile à comprendre, il est très très simple à comprendre. C'est simplement l'explosion d'une espèce animale sur la planète qui s'appelle l'être humain, et qui petit à petit prend la place de toutes les autres espèces à travers une fantastique réussite. Je ne crois pas qu'il faut qu'on en ait un. C'est, nous avons fantastiquement réussi. Bon. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette réussite. L'explosion de la population ici, d'ailleurs qui correspond, et ça c'est très très intéressant, on l'a vu avec Alexandre Boger, à une habilité à maîtriser l'énergie comme aucune espèce animale autre ne l'a jamais fait, et notamment grâce au pétrole, mais aussi au charbon, etc. C'est ça qui permet cette explosion de l'espèce. Eh bien, c'est effectivement la réussite. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que d'une certaine manière, si on regarde les livres sacrés, beaucoup de livres sacrés, notamment la Bible, quand il dit reproduisez-vous et donnez les maîtres, ben, on y arrive. Il l'avait écrit il y a 3000 ans, nous on y est arrivé. Voilà. Et on en est à ce point-là où l'humanité, pour la première fois, n'est pas dépendant du système dans lequel il est. C'est au contraire lui qui va déterminer la nature de ce système et sa disparition ou son développement. Alors, évidemment, le point clé qui motive Design New Planet, c'est que business as usual is fun. C'est-à-dire que si on continue à faire des affaires comme d'habitude, parce que sinon on pourrait continuer, tout le monde est très content de faire des affaires comme d'habitude, moi le premier, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que les projections nous montrent que si nous continuons comme ça, nous allons vers un précipice. Et évidemment, le problème, c'est qu'il y a là un véritable piège. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on peut définir l'animal humain comme l'animal qui sait faire des pièges. En fait, on est très très fort à faire des pièges. Et un piège, c'est un endroit où vous rentrez, vous avez en général de la magnifique nourriture, en fait, vous avez une raison de rentrer dans cet endroit tout à fait bon, notamment une bonne nourriture. Et au moment où vous voulez ressortir, vous ne pouvez plus ressortir. Ça, c'est un piège. Or, c'est assez amusant parce que nous avons construit à l'échelle de la planète un véritable piège pour nous-mêmes. Il est bien évident, vous voyez, que le jour où on va se réveiller, on aura consommé le pétrole, on aura réchauffé la planète et on voudra sortir de cette situation. Et là, impossible de ressortir parce que le processus s'amplifiera très très vite. Alors, la première chose quand vous avez compris que vous allez vers un piège et vers une difficulté, et c'est ça qui a motivé Design New Planet, c'est d'avoir un plan B. Si vous allez vers une catastrophe, mais qu'en plus vous n'avez aucune idée d'un chemin autre, vous n'avez aucune chance d'éviter cette catastrophe. Si je suis sur un bateau, que je m'en vais vers les rochers, et qu'on n'arrête pas d'avoir des alertes, disant vous allez vers les rochers, vous allez être à 5 minutes des rochers, vous êtes à 3 minutes des rochers, vous êtes à 2 minutes, vous n'écoutez pas, vous continuez, évidemment, à un moment donné, vous touchez les rochers, c'est une catastrophe. Donc la première chose, quand vous êtes un capitaine de bateau, c'est de faire le plan B. Hein, qu'est-ce que je fais pour éviter les rochers? C'est la première chose, c'est l'urgence. Alors c'est assez étrange parce que l'humanité a beaucoup de mal à faire son plan B. Beaucoup de mal. C'est étonnant. Alors pourquoi en fait, quand on étudie les choses en profondeur, comme là maintenant ça fait une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus, on sait pourquoi. Parce que l'humanité n'a jamais eu affaire sur des enjeux de long terme. Premièrement, l'humanité a toujours vécu à 4-5 ans, le politique est construit sur l'horizon des élections, le chef d'entreprise sur son prochain trimestre,
les citoyens sur la prochaine minute ou sur leur fin de mois. Donc tout le monde est très occupé par le court terme et le long terme est très abstrait, même si l'humanité doit disparaître dans 10 ans, ça n'intéresse personne, parce que dans 10 ans, c'est beaucoup trop loin pour la plupart des décideurs, et même pour nous en tant que citoyens. Ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison, on voit à Rio et à tous ces sommets, c'est que la planète, et même l'ONU, les grands organismes qui sont censés gérer la planète, ne gèrent pas du tout la planète, c'est des plaques, c'est des espaces de discussion où, par exemple à Rio ou dans les grands sommets sur le futur de la planète, chacun vient négocier sa part de la planète. Personne ne s'occupe de la planète en général. C'est comme dans une entreprise où chaque salarié s'occuperait de partir avec le bureau, de partir puis avec le papier, avec la photocopieuse. Tout le monde se ficherait complètement de l'entreprise dans son général, dans son bien commun, et chacun prendrait une partie. Vous voyez. Alors, tous les derniers sommets, c'est ah ben oui, nous on est la Chine, on ne pollue que depuis très peu de temps, on est en train de devenir les plus grands pollueurs, mais écoutez, on a bien le droit de polluer puisque vous avez pollué avant et on va continuer. Et puis les Américains disent bon ben, on ne peut pas négocier notre vie, etc. Et puis à la fin, plus rien ne se passe, et la seule personne, l'entité qui rassemble tous ces gens et qui sont censés venir sauver, c'est-à-dire la planète et l'humanité, n'est pas représentée. Il y a les plus grands avocats du monde pour représenter chacun des partis. Et qui font très très bien leur métier. Ils défendent les intérêts des États-Unis, les intérêts de la Chine. Ils font très très bien leur métier. Ils représentent les citoyens. Mais finalement, qui passe à l'as? La planète et l'humanité. Donc, le point majeur, c'est pour ça aussi qu'on est en train de travailler sur cette série de télévision, c'est d'imaginer et de réenchanter le futur de la planète et le futur de l'humanité par une nouvelle narration, par une nouvelle grande histoire qui nous permette d'y croire à nouveau. Je peux avancer. Alors, on voit bien qu'on a déjà des éléments. Le concept de développement durable, de développement soutenable, économique, social, écologique, il a été construit déjà maintenant depuis une vingtaine d'années. Nous avons progressé d'une manière extraordinaire. Il y a encore une dizaine d'années, on a fait un sondage sur l'ensemble des maires. Il y avait peut-être 10% des maires qui savaient ce que c'était que le développement durable. 10 ans après, pratiquement tout le monde sait ce que c'est que le développement durable. Donc on peut dire que les progrès de l'humanité, dans sa compréhension de ces enjeux, ont été considérables, d'une vitesse inouïe. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, des millions d'entreprises, des milliards de personnes sont concernées par ces enjeux. Le résultat économique, c'est que nous sommes aujourd'hui face à une injection massive de monnaie et un ralentissement des activités partout sur la planète, parce que de toute façon, les ressources ne sont plus là en face. Et que comme l'ensemble du système économique est basé sur la croissance, quand vous prenez une action de n'importe quelle entreprise, vous pariez sur sa croissance. Si elle vaut 100 fois son chiffre d'affaires actuel, c'est parce que, en fait, vous anticipez le futur. Vous achetez toujours du futur. Toute l'économie est basée sur le fait qu'on achète du futur. S'il n'y a plus de futur, toute l'économie s'effondre. Donc, on est dans une situation où on injecte massivement des liquidités pour maintenir le truc à flot, comme un cadavre dans lequel on fait de l'injection de sang, massivement pour le sauver. Mais en même temps, déjà au niveau économique, on commence à toucher les limites. Comme d'ailleurs tout l'univers qui est en train de se restreindre, il y a aussi une montée très très rapide au niveau social des inégalités. Comme vous savez, on arrive à des inégalités au niveau planétaire à peu près équivalent à celles du Moyen-Âge, du monde féodal que soi-disant on avait quitté le siècle dernier. Et évidemment au niveau écologique, eh bien comme vous savez, on est sur les scénarios parmi les pires du GIEC, du réchauffement extrêmement rapide, et un réchauffement qui se développe à une vitesse telle que le futur de l'humanité est remis en cause. Donc, si vous voulez, d'un certain côté, oui, on a une prise de conscience extraordinaire, oui, on est en train de se réveiller comme jamais aucune espèce animale ne s'est réveillée, et ça c'est un des génies de l'humanité, c'est sa mobilité. Oui, on a élaboré les bons concepts et on a fait notre cahier des charges.
Oui, des millions de gens sont en train de faire des choses dont le monde entier c'est extrêmement positif. Résultat, quand vous regardez le bateau, il est toujours en train d'aller sur les cailloux. Et encore plus qu'avant. Donc ça vous fait comprendre à quel point c'est extrêmement important, encore une fois, de dessiner une alternative. Parce que le concept du développement durable ou du développement soutenable, même s'il est en train de se répandre à toute vitesse sur l'ensemble de la planète, même si on souligne encore là une fantastique réussite, parce qu'à l'échelle des temps géologiques, la prise de conscience de l'humanité aujourd'hui est extraordinairement rapide. Et c'est absolument merveilleux. Encore une fois, c'est une réussite. Mais le problème, c'est que le problème auquel on est confronté et la vitesse d'arrivée de ce problème est encore plus rapide que notre prise de conscience. Donc il y a vraiment une course contre la montre. Alors, il est une partie du problème de ça, c'est qu'il va falloir dialoguer. Si vous voulez, vous ne pouvez pas faire une révolution de cette ampleur-là si vous êtes juste une minorité. Même les 1% dont on parle beaucoup, même s'ils le veulent, à Davos, cette année, ils ont montré qu'ils ont fait pour la première fois ce qu'on dit qu'il faut faire depuis 3-4 ans au sein de Design New Planet. On a dit, bon, bah, quand la maison brûle, la première chose, c'est qu'on fait une liste des choses qu'on va emmener entre eux. Quelles sont les priorités? Est-ce qu'il faut sortir de la maison? Est-ce qu'il faut ouvrir l'eau et arroser? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir surtout dans un moment d'urgence, il faut avoir une vision claire des priorités. Donc Davos, pour la première fois, bon, ils auraient pu le faire il y a 10 ans ou 20 ans, mais là, pour la première fois, ils ont fait les priorités. La première priorité, ils ont dit, ça risque de nous exploser au nez avant même le réchauffement climatique, et c'est intéressant qu'ils aient traité ce sujet-là. Eux, parce qu'on pourrait dire qu'eux seraient aveugles plus particulièrement à cet enjeu, ils ont dit, la première chose qui risque de faire sauter le système, c'est la différence entre riches et pauvres. Ça a été le grand thème de Davos cette année. Et effectivement, les disparités sont en train de se développer d'une manière extraordinairement rapide. Je reviens des États-Unis, si vous voulez, on a vraiment un pays qui s'est construit sur la classe moyenne et qui met en scène une classe moyenne laminée dans la rue, en train de faire la manche. Enfin, on a des Américains ici, on a beaucoup de personnes, on a assez peu de Français entre guillemets dans la rue. C'est beaucoup des gens venus des pays d'Europe centrale. Bah, aux États-Unis, c'est un bon Américain de la classe moyenne. Quand vous parlez avec lui, il est tout à fait éduqué, il a fait un MBA et puis il est là au bord du pont et il fait la manche. Donc, c'est un débat évidemment avec le public, avec les experts, avec le monde économique, avec la vie de la société civile. Et un aspect absolument fascinant de ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'il va falloir, ce qui est tout de même inhabituel, c'est que dans notre histoire, on s'est toujours combattu, il y a eu des fractions et tout ça, et là, en fait, il faut qu'on se mette tous d'accord, très rapidement. Donc l'idée aussi de créer une plateforme de débat. Je peux avancer. Donc, on s'est donné 4 objectifs. Bon, nous, bien évidemment, on a tout à fait conscience, tous les jours, je peux vous dire que se lancer dans un projet comme Design New Planet, ça rend très très humble. Parce que tous les jours, on est confronté, on est une sorte de tout petit animalcule inexistant en face d'un gigantesque problème. Donc, si vous voulez apprendre à être humble, vous venez à Design New Planet, vous allez devenir très très humble. C'est comme soulever une tonne, voilà, vous êtes devant une tonne, et puis voilà, vous soulevez la tonne. Là, ça vous rend très humble. Vous essayez. Mais on s'est donné 4 objectifs. L'idée, c'est de se dire, et d'ailleurs, moi je me sens beaucoup mieux, c'est au moins on aura fait ce qu'on a pu. Je pense que chacun d'entre nous, ça nous libère, c'est une énergie de bonheur extraordinaire, parce qu'au moins, au lieu de rester immobile, on a fait ce qu'on a pu. On a fait notre partie, on a fait de notre mieux. Après, c'est l'humanité qui décide. Mais nous, on aura fait notre petite part. Et autre chose qui a été fantastique, je dois dire, et Sherazade a très bien dit, c'est que, comme c'est un projet où on a tout à perdre, où il n'y a pas d'enjeu financier, parce que ça coûte très cher de faire quelque chose comme Design New Planet, c'est très difficile de gagner sa vie. C'est des gens complètement dévoués, c'est des gens qui ont de l'information, c'est des gens extraordinaires.
Donc, vous avez vu Sherazade, je crois que c'est un être extraordinaire, mais toute l'équipe qui est venue en Disney Planète, et ça c'est un bonheur extraordinaire, c'est des véritables anges. Je vois Claudine qui me regarde, mais chaque fois je suis allé visiter Claudine, c'est un ange à Berlin, à Munich, elle m'a introduit, et c'est ainsi de suite. Dans le monde entier, je n'arrête pas de rencontrer des anges, des gens qui me facilitent des choses. À Los Angeles, là j'ai été reçu dans des maisons de milliardaires, par des milliardaires, dans des conditions que je n'imaginais même pas possibles, qui supportent ce projet, qui l'aident, etc. Et quand je suis arrivé à Los Angeles, j'étais dans la rue, si vous voulez. J'arrivais avec mes petits bagages, je ne savais pas très bien où j'allais dormir, etc. Et puis, tout s'est très bien organisé, miraculeusement. Donc ça, il y a ce côté magique de Design New Planet, qui est les rencontres extraordinaires qu'on fait, et la manière dont le projet avance. Qui aurait pensé l'année dernière, au même moment, qu'on aurait déjà, un an après, eu des activités sur les 5 continents. On était totalement inexistant, un tout petit groupe, comme ça. Une année après, des enfants dans le monde entier, ça y est, redessinent la planète. Alors, 4 grands objectifs. Augmenter la conscience planétaire. Donc c'est pour ça qu'est né, c'est comme ça qu'est née l'idée des ateliers pour enfants. C'est des ateliers pour enfants, mais c'est aussi des ateliers intergénérationnels. Et c'est vrai que là, il y a aussi une magie extraordinaire. Ça a commencé tout petit, on l'a fait dans une... comme ça, comme un gag. Et finalement, ça s'est répandu très très vite. Et c'est une magie, là, je viens d'en faire un à San Diego avec une 50aine de personnes, des vieux, des gens plus âgés, des gens plus jeunes. C'est magique. C'est magique, les échanges. Il y a le petit qui vient voir son papa, il dit « Mais pourquoi t'as mis cette planète-là? Pourquoi tu décides ça ?» Et alors surtout, la manière dont les enfants sont dédiés et prennent ça très très au sérieux. Vous avez des petits enfants de 7 ans qui vous expliquent. Et c'est très libérateur pour eux, donc il y a une magie extraordinaire. Il y a un autre aspect qu'on a encore et encore évoqué, et je vous invite tous à vous y mettre, parce que c'est aussi dans notre tête, et vous avez chacun à apporter une pièce de puzzle à cette histoire, c'est évidemment imaginer un plan B. Imaginer ce que pourrait être un scénario positif. Et on a tous les éléments, parce qu'au même moment où on est en train de mettre fin à nos jours, au même moment, on a toutes les capacités de faire la planète, un jardin, etc. Toutes les technologies sont là pour transformer complètement la planète en un fabuleux jardin d'Éden, avec le travail qui disparaît parce qu'on a les robots et tout ça. Enfin, c'est simplement une question de réorganisation et de créativité. Simplement, il faut qu'on le fasse très très vite. L'autre chose, c'est que, et ça c'est aussi une des magies de Design New Planet, c'est qu'on découvre tout de même, et ça c'est le côté extraordinairement positif, c'est que dans le monde entier, ce qu'on est en train de faire là en petit, on peut dire, face aux enjeux, c'est impossible. Regardez, on est 5 ans dans cette salle, mais c'est ridicule, il a pété les plombs, c'est rien. Non, mais attendez, sachez que dans le monde entier, des réunions de ce type sont en train de se tenir partout, de tas de manières différentes. À la Maison Blanche, aussi. C'est-à-dire que partout dans le monde, des gens sont en train de se prendre en main et de se dire, bon, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et rencontrer ces gens, les mettre en réseau, montrer les différentes initiatives positives, c'est extrêmement important. Mais heureusement, ils sont là. On était, tiens, Violaine, si tu veux te lever, Violaine, voilà, Violaine, non, lève-toi, Violaine nous invite à une rencontre extraordinaire, rassemblant des gens du monde entier sur les Common Good. On a passé une semaine extraordinaire avec des gens du monde entier, travaillant sur cette question du bien commun. Merci Violaine, on était un peu dans le désert, mais brusquement de rencontrer tous ces gens venus d'Inde, des États-Unis, de Russie, hein, il y avait même des Russes, et chacun à leur manière, avec leur culture, leur manière différente, mais concernés par ce futur de la planète, parlant chacun à leur manière, de la manière dont ils envisagent les choses, c'est extraordinaire, c'est enthousiasmant, c'est un moment merveilleux. Donc c'est aussi important de montrer les initiatives. Et c'est pour ça qu'on a fait le prix de la Planetary Award, et on l'a remis d'ailleurs à Bill Dayton, qui est une des personnes que je considère qui
que nous considérons comme étant une des personnes qui fait le plus de bien aujourd'hui sur la planète, qui a plus de 800 ONG, qui a favorisé l'éclosion de plus de 800 ONG dans le monde, d'entreprises sociales, qui reconfigurent complètement la sauvegarde des enfants dans le monde, de la pauvreté, etc. Mais on a aussi donné le prix à un industriel, parce qu'on veut aussi souligner, un industriel qui vient de faire chuter toute la consommation électrique de 90% des frigidaires et des choses. Donc, si vous voulez, il a participé d'une certaine manière à la reconfiguration complète de notre consommation d'énergie. Il a construit la potentialité de ça. On peut avancer. Je vais vite parce que je suis déjà en train de dépasser. Vous avez compris que j'étais un bavard. Et bon, ça on l'a compris. On l'a compris ici. Alors, voilà. Bon, là j'arrive. C'est déjà la fin de ma présentation, mais j'arrive à l'endroit où ça devient sérieux. Donc, si vous voulez, tu peux avancer. Quels sont les scénarios? Alors, ce qui a été passionnant ces 10 dernières années, c'est que on a eu l'occasion de rencontrer vraiment des milliers de personnes. Et moi, je suis un passionné, je suis un caméléon. Je suis capable d'aller vivre avec les SDF, ce qui m'est arrivé, puisque dans certaines parties de ma vie, j'ai été quasiment un SDF. J'ai aussi très très bien réussi, si ça vous rassurer, mais j'aime bien circuler dans différents milieux. En plus, je suis sociologue, donc c'est passionnant de faire des travaux sur le terrain. C'est très très différent d'étudier un SDF que de vivre avec le SDF, ou d'étudier un PDG, ou d'être soi-même un PDG parmi les PDG. Vous voyez, vous avez une perception des choses tout à fait différente. Donc j'adore, moi, me diviser d'ailleurs. On va l'utiliser dans l'émission de télé. Je peux arriver en voyou, je peux arriver en PDG. J'explore. Alors, on a exploré plein de milieux, et en fait, à la fin, on arrive à une cartographie assez simple des futurs possibles de l'humanité. Et qui, d'ailleurs, rentre en résonance avec un outil qu'on a été amené à considérer de plus en plus à mesure qu'on est avancé dans notre travail, fait par un chercheur américain, mais en fait c'est le résultat de centaines de chercheurs, et notamment d'un autre chercheur qui est décédé récemment et qui a consacré sa vie à ça, c'est la spirale dynamique, c'est la réflexion sur les valeurs. Donc là aussi, il y a tout un corps de connaissances d'une centaine de livres, donc je vous renvoie à ça. Évidemment, je ne vais pas vous présenter, on ne vous présentera pas pendant la journée la spirale dynamique, mais c'est un outil majeur que nous avons été amenés à utiliser. Tu peux avancer. Et, donc là on la voit encore. Peut-être une seconde, là on voit... Non, c'est la précédente. C'est ma présentation. Voilà. Là on voit la planète avec les différentes couleurs, et ces différentes couleurs, c'est les systèmes de valeurs et de représentation. On va voir ça plus en détail sur la suite. Donc là, c'est le type de charte qui nous permet de mieux comprendre les systèmes de valeurs et de représentation. C'est extrêmement important parce qu'effectivement, le futur dépend beaucoup de votre système de valeurs et de représentation. Là, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais évidemment, on ne rentre pas dans ça. Voilà. Et ça, c'est un document assez rare qui explique bien les pourcentages des systèmes de valeurs sur l'ensemble de la planète. Et on voit encore que, si vous voulez, les systèmes de valeurs dominants, par exemple, là vous voyez le rouge qui est encore extrêmement dominant, comme on va voir, c'est des systèmes de valeurs qui correspondent à l'impérialisme féodal, si vous voulez, et à des logiques de confrontation frontale avec l'autre. Donc, un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'on fasse la paix. Je veux dire, la gestion de la planète et la transformation qu'il faut faire implique la paix, mais nous sommes encore massivement dans l'humanité, une humanité qui se vit, qui a un système de valeurs impérialiste et qui est dans des logiques de confrontation brutale avec l'autre et avec la différence. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs qu'on va être amené à affronter. Alors, pour simplifier,
qu'on reprend, qui parle avec tous ces gens venus d'origines différentes, avec des systèmes de valeurs différents, on arrive grosso modo à 4 scénarios que vous allez reconnaître, parce que ce n'est pas les scénarios que nous avons en tête, c'est les scénarios qu'il y a dans la tête de tout le monde. Et une fois qu'on les a lus, on les comprend très bien, et après ça devient très facile, en fonction des populations auxquelles vous discutez, de repérer grosso modo dans quel univers ils sont. Alors, je peux avancer. Le premier scénario, qui est extrêmement présent d'ailleurs dans les bandes dessinées, dans la science-fiction, etc., c'est effectivement ça va très mal, mais c'est pas trop gênant. On va revenir à l'âge de pierre et on va recommencer tout au début. Alors ça, vous avez même aux États-Unis, alors les Américains qui sont toujours très concrets et politiques, vous avez des Américains qui préparent ça, alors ils ont construit des bunkers, ils ont de la nourriture pour un siècle dans leur cave, enfin, il y a toute une partie de la population, et souvent d'ailleurs les gens les plus simples en fait, qui voient bien, qui comprennent bien, ils entendent bien, et puis ils ont des enfants